Il est 8h36, Dominique de Villepin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Nous regardons le monde ensemble. Dominique de Villepin, votre dernier livre, Mémoire de paix par temps de guerre, chez Grasset. Temps de guerre, oui, temps de guerre. T-A-N-T ou T-E-M-P-S, temps de guerre. L'Allemagne, le terrorisme en Allemagne, cet homme de 24 ans, ce Tunisien recherché. Et puis les difficultés politiques pour Angela Merkel avec l'extrême droite allemande qui manifeste, avec la CSU alliée de Merkel qui demande une politique beaucoup plus sécuritaire. Nous entrons en campagne électorale en Allemagne. Est-ce qu'Angela Merkel est vraiment fragilisée ? Selon vous, vous connaissez bien les relations franco-allemandes et l'Allemagne. C'est une épreuve pour l'ensemble des Allemands. Oui. Donc pour le pouvoir qui assume la responsabilité aujourd'hui dans un contexte si difficile. On a beaucoup évoqué la surprise qu'aurait constitué cet acte terroriste. Nous savons qu'aucun pays n'est immunisé face au terrorisme. Et l'Allemagne est la première puissance européenne. L'Allemagne est engagée dans la coalition internationale. L'Allemagne apporte un soutien militaire à un certain nombre de groupes, en particulier à livrer des missiles Milan Peshmerga kurdes et donc porter atteinte fortement à l'État islamique. Dans ce contexte-là, évidemment, l'Allemagne constitue aussi une cible. Une cible. D'autant que la mouvance radicale en Allemagne, c'est entre 8 et 10 000 personnes, ceux qui sont partis, les Allemands partis au Proche-Orient, engagés du côté de l'État islamique, c'est pas loin de 800 000 personnes. Alors certains, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, accusent Angela Merkel et sa politique migratoire. Est-ce que vous êtes de ceux-là ou pas, Dominique de Villepin? Le procès est toujours un mauvais procès. Pourquoi? Le but des terroristes, c'est d'affaiblir, c'est de diviser et c'est d'obtenir le maximum d'écho. Et donc, tout élément susceptible de constituer une polémique et de diviser, en l'occurrence les Allemands, est utilisé par les terroristes. Vous voulez dire par là que l'extrême droite européenne, française aussi, tombe dans le panneau, mais évidemment, et nourrit la communication des terroristes. Bien sûr, tout ce qui divise nos sociétés est utilisé par les terroristes. Ils suivent ce qui se passe chez nous. Et à partir de là, ils repèrent les points de division, les points de tension, et évidemment, ils appuient dessus. Donc, ne tombons pas dans ce piège qui consiste à nous diviser, à organiser des polémiques. Nous le savons tous, la sécurisation d'un pays, c'est quelque chose d'effroyablement complexe. Je l'ai dit, il y a près de 8 à 10 000 Allemands qui font partie de la mouvance radicale, ou personne en Allemagne faisant partie de la mouvance radicale, c'est dire que le vivier est important. Alors, accuser aujourd'hui l'immigration, c'est facile. Il est vrai que Angela Merkel a pris un risque en ouvrant aussi largement les bras. Et cela a pu constituer un appel d'air. Est-elle responsable, comme le disent, je crois que c'est un mauvais procès. Mouvements d'extrême droite. C'est un mauvais procès. Par contre, nous le voyons, l'Europe n'est pas suffisamment armée face à cette menace terroriste. C'est peut-être un mauvais procès, mais il y a une réalité. Mais la réalité, peut-être que ce Tunisien a franchi les frontières, il est passé par l'Italie, mais la réalité, et il est venu dans un flot de réfugiés. Mais la réalité nous concerne tous. C'est l'insuffisante coopération et politique menée par l'Europe face au terrorisme. Nous n'avons pas de parquet européen, nous n'avons pas de FBI européen capable de travailler en liaison avec Schengen. Donc, renforçons notre compétence et notre capacité aux frontières de l'Europe. Faisons en sorte qu'entre le renseignement et cette protection des frontières, il y ait véritablement une coordination et un échange d'informations qui permettent de faire face à un certain nombre de menaces, ou en tout cas à une menace accrue. Nous le voyons bien, c'est sous l'angle de la coopération contre le terrorisme qu'il faut travailler. Les Allemands, par ailleurs, historiquement, sont très largement dépendants des services de renseignement américains. Et nous voyons bien que dans le cas précis, c'est dans l'échange de renseignements entre pays européens, entre les pays européens et le Maghreb, les pays de la zone de tension et de crise, qu'il s'agit de travailler. Donc, renforçons cette coopération plutôt que de trouver des boucs émissaires ici et là dans l'accueil des réfugiés. Dominique de Villepin, Donald Trump déclare une guerre de religion est engagée. Ça vous inquiète? Oui, tout ce qui est outrancier m'inquiète, parce qu'on le voit bien, il y a là
tentation très facile de désigner des coupables et de vouloir rentrer dans cette logique de guerre. La guerre contre telle ou telle religion, comme la guerre contre le terrorisme, nous avons vu à quel point c'était quelque chose qui nous faisait courir de grands risques. C'est un piège. La tentation de militariser à outrance nos actions nous prive d'un certain nombre de leviers, nous prive de la capacité à agir quand c'est nécessaire sur le plan humanitaire, et nous l'avons vu à travers le drame d'Alep, nous prive surtout de la capacité d'engager une coopération politique et la recherche de solutions politiques qui sont les seules vraies réponses. Alors la donne est en train de changer rapidement au Moyen-Orient. Oui. Nous le voyons avec l'organisation de cet axe entre Moscou, Téhéran, Ankara, c'est-à-dire des régimes autoritaires qui ont en commun de partager la même idée: la défense des régimes en place, le refus de la politique de changement de régime. Et malheureusement, les pays occidentaux, dont la France, sont tombés dans le panneau de cette politique de changement de régime dont nous avons vu qu'elle aggravait les situations. Nous l'avons vu en Irak. Nous devons maintenir en place des régimes forts, des États forts. Nous devons éviter d'ajouter aux difficultés que connaît actuellement le Moyen-Orient, de l'instabilité à l'échelle des États. Parce que nous le savons, le premier problème du Moyen-Orient aujourd'hui, ce sont les États faillis. Les États faillis sont utilisés par les groupes terroristes, comme le virus qui pullule sur la plaie, pour se développer et pour attirer un certain nombre de combattants. Donc la stabilité des États est un élément important, ce qui ne justifie pas en aucune façon, et ne justifie en aucune façon que ces États puissent mener des politiques... Mais alors que fait-on? Alors que fait-on? On maintient Bachar al-Assad au pouvoir. Et c'est là où il s'agit de faire de la politique. La réponse, elle est politique. Nous devons engager le dialogue avec la Russie, comme avec l'ensemble des partis, y compris le régime de Bachar el-Assad. Mais dans le cadre d'un processus politique, je l'ai souvent dit, Bachar el-Assad n'est certainement pas la solution pour la Syrie. Mais au départ du dialogue, il est là. Il est là. Et il faut donc accepter de parler, y compris avec lui. Et chemin faisant, nous le voyons bien, il n'est pas la solution. Il n'est pas la solution d'ailleurs pour un certain nombre de pays dont nous venons de parler. Est-ce qu'il est la solution pour la Turquie? Est-ce qu'il est même la solution pour la Russie, qui se rend bien compte qu'il n'y aura pas de stabilité en Syrie tant que Bachar el-Assad sera là? Donc il s'agit de créer un processus politique, et dans le cadre de ce processus politique, eh bien, de trouver la personne idoine capable aujourd'hui de restaurer l'unité et la stabilité de la Syrie. Donc, ouvrir des négociations avec tous ces pays-là, et aussi avec le régime d'Assad. Parallèlement, la France et la Grande-Bretagne... Vous dites ouvrir des négociations, sachant qu'aujourd'hui, les pays dont nous avons parlé, cet axe autour de la Russie, entendent bien ouvrir eux-mêmes les négociations. C'est ce qu'ils ont fait dans le cadre de la réunion qui vient de se tenir. Et ils vont se réunir à nouveau à la fin du mois, absolument. Et c'est la clé. Ils sont à l'initiative et ils disent clairement, et c'est un message envoyé à Bachar el-Assad, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il faut une solution politique. C'est eux qui le disent. C'est donc bien... C'est à nous de saisir l'occasion. C'est à nous, avec une question qui reste pendante et qui va trouver un élément de réponse à partir du 20 janvier avec l'arrivée de Donald Trump. Que faisons-nous face à l'État islamique? Ce qu'il faut souhaiter, c'est que là, nous puissions dépasser les clivages qui nous opposent, notamment à la Russie, pour trouver les moyens d'une coopération face à l'État islamique. Et pendant ce temps-là, la France et la Grande-Bretagne sont favorables à de nouvelles sanctions contre la Russie et vont présenter une nouvelle résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez vu ça? Je vois ça, évidemment. Contre la Russie, contre la Syrie, pardon. Nous ne sortons pas d'un dilemme face à la Russie. Voilà. Face à la Syrie, la Russie... Absolument, mais ce qui nous empêche d'être efficace en Syrie, comme d'être efficace en Ukraine, ne l'oublions pas. Exactement, parce que nous avons prolongé, l'Union européenne prolonge les sanctions contre la Russie, à propos de l'Ukraine. Et nous sommes donc à la merci, un beau matin, de voir le président américain Donald Trump, lui, passer par-dessus la tête des Européens pour engager un dialogue avec la Russie, selon son intérêt et à son avantage. Quelles doivent être les exigences nécessaires pour travailler correctement avec la Russie? Il faut du dialogue. On ne peut pas imaginer avancer dans la recherche de solutions diplomatiques sans un dialogue. François Hollande a raison de dire, ce dialogue, il existe. Il faut de la fermeté. Cette fermeté, elle existe aussi. Elle existe
À tel point que nous bloquons toute possibilité d'évolution, puisque nous sanctionnons, nous participons à la gestion de conflits gelés à la frontière de l'Union européenne, et tout ceci ne fait pas avancer la recherche de solutions. Nous oublions un troisième facteur qui est indispensable. Une politique de fermeté, une politique de dialogue, mais aussi une politique d'initiative. La diplomatie, c'est le mouvement. C'est de mettre sur la table un certain nombre de sujets qui sont susceptibles d'intéresser les Russes. Je l'ai dit, les Russes sont préoccupés par la situation sécuritaire en Europe. Ils ont le sentiment que l'OTAN pousse toujours davantage son avantage vers les frontières de la Russie. De la même façon, nous sommes inquiets, comme les pays d'Europe orientale, la Pologne, la Roumanie, on le voit bien avec le déploiement des missiles. Trouvons le moyen de rouvrir une négociation sur l'architecture de sécurité en Europe. Donc, il y a là un point de discussion avec les Russes, comme il y a un point de discussion avec les Russes et avec les autres partis. Ne l'oublions pas, fortement engagés sur le terrain. Oui. La force des Russes, c'est qu'ils ont deux alliés aujourd'hui qui sont très présents sur le terrain. L'Iran et la Turquie. Alors que nous avons des alliés extrêmement fragiles et en voie de réduction tous les jours. Donc il faut aujourd'hui également sur la Syrie, trouver les moyens d'une solution politique en étant associé à la recherche de cette solution. Le risque, c'est que Trump s'accorde avec Poutine sur notre dos, si j'ai bien compris, hein, Dominique de Villepin. Ce risque-là existe. Oui. Le risque inverse existe aussi. Et c'est là où nous sommes dans une situation extrêmement volatile. Parce que nous voyons aujourd'hui Donald Trump, à travers les choix qu'il fait dans le cadre de son administration, tendre sérieusement la corde dans sa politique vis-à-vis du Moyen-Orient. Au moins sur deux sujets. Sur l'Iran. Les positions qu'il prend comportent un risque de tension majeur, parce qu'il peut remettre en cause l'accord qui a été signé sur le nucléaire. Deuxième zone de tension qui peut aussi modifier la donne, la relation avec Israël. Il vient de nommer un ambassadeur américain, qui, il l'a fait avant même de nommer le secrétaire d'État, qui est partisan de la colonisation, et il a indiqué, dans l'entourage, on a dit qu'il pourrait changer la capitale, reconnaître la capitale d'Israël comme étant Jérusalem. On voit bien que ces éléments-là sont susceptibles de créer un profond désordre supplémentaire dans cette région. Donc nous sommes dans une période volatile, ce qui montre que plus que jamais, nous avons besoin de l'Europe et des Européens pour apporter une voie de sagesse, une voie de proposition. Et c'est là où il nous appartient de prendre l'initiative. Le dialogue seul n'est pas suffisant, la fermeté seule est stérile. Il nous faut des propositions, une politique et une diplomatie de mouvement, alors que notre diplomatie s'enferme dans des postures morales qui sont évidemment tout à fait respectables, mais qui ne font pas avancer les choses. La seule morale diplomatique, je vous l'ai dit souvent, c'est la morale de l'action. Bien, Dominique de Villepin, parlons de la France, sondage Elab pour les Français, auprès des Français pour RMC et BFM TV, l'homme politique de l'année 2016, Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec ce choix ? C'est l'homme politique de l'année 2016. Dans une situation de très grande volatilité, il représente la plus grosse surprise. La plus grosse surprise par l'organisation d'un meeting, plus de 10 000 personnes. La plus grosse surprise parce qu'il est le seul candidat qui aujourd'hui s'adresse à tous les Français. Il s'adresse à la droite. Il s'est adressé à la droite pendant la primaire de la droite en marquant clairement son engagement en faveur de la liberté. Non seulement liberté économique, mais liberté sur les questions de société, ce qui tranche avec un François Fillon qui, lui, est pour la liberté économique, mais qui est pour l'autorité sur les questions de société, donc dans une position plus conservatrice. Mais il s'adresse aussi aux électeurs de la gauche, on le voit pendant cette période de primaire, parce qu'il parle de protection, ce qui est évidemment un discours qui est important pour les Français, qui certes veulent, dans la perspective de la présidentielle, du changement, mais qui en même temps entendent être protégés face à l'avenir, face à la mondialisation, face à l'insécurité. Vous pourriez voter pour lui ? La question ne se pose pas aujourd'hui. La question ne se pose pas. Vous êtes posé la question. La question ne se pose pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes posé la question ? Je suis là pour vous dire ce matin que il faut que notre classe politique se réveille pour regarder les réalités en face. Le jeu politique s'est profondément transformé au cours des derniers mois. Et ce que chacun doit savoir, c'est qu'il n'y a d'adhésion vis-à-vis de personne. La volatilité du jeu politique fait qu'aujourd'hui, voter pour un candidat, ce n'est pas forcément adhérer à ce candidat. Une semaine avant les primaires de droite, Alain Juppé aurait été élu. Et une semaine après, peut-être un autre candidat aurait été élu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout est extrêmement fragile. Et que la stratégie qui consiste à s'arrimer à un camp et à essayer, à partir d'un programme, de tenir ses votes, elle est perdue d'avance. Et c'est là où Emmanuel Macron introduit un changement profond dans la gestion
de son capital politique. C'est une gestion opportuniste. Il s'adresse à tout le monde, se prononce sur tous les sujets, en essayant de capter tout ce qui est possible de capter. Crédible à vos yeux. Mais il est dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps. Il est dans le mouvement de l'époque. Et dans un mouvement où tout le monde est profondément perturbé, où l'on veut le changement, mais en même temps on veut la protection. Et donc cette stratégie pointilliste qui couvre l'échiquier est une stratégie qui peut être payante. Il profite de l'absence de la gauche, du rejet de la gauche, et il profite d'un François Fillon qui ne sait plus vraiment où il est. Où est-il? Quel est son programme? Vous le savez? Mais vous le connaissez? Il profite surtout d'un François Fillon qui est handicapé par sa victoire. Vous savez, il y a des victoires qui vous alourdissent. C'est-à-dire quand vous gagnez la primaire, il faut très très vite être capable de rebondir pour vous préparer au match important qu'est la présidentielle. Et la présidentielle n'a rien à voir avec la primaire. La présidentielle, c'est tous les Français. Il aurait dû tout remettre à plat. Vraisemblablement, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas capter un électorat et puis faire silence en se disant que le programme et le discours que l'on a tenu vaudra pour la présidentielle. Il faut s'adresser à tous les Français. C'est un autre exercice. Et c'est là où donner une place à tout le monde dans un organigramme un peu flottant, c'est prendre le risque, de se mettre tout le monde à dos. Et de la même façon, parler seulement à une catégorie de Français, alors que l'ensemble des Français aujourd'hui observent le jeu politique et sont en train de se déterminer, c'est prendre le risque. C'est prendre le risque de laisser les peurs se cristalliser. Tout est volatile, sauf les peurs. Les peurs, elles constituent aujourd'hui le véritable problème. Dès lors qu'elles se sédimentent, elles bloquent une partie de l'électorat. Et aujourd'hui, il y a des peurs qui se sont exprimées concernant François Fillon sur la sécurité sociale, d'autres qui peuvent s'exprimer sur la gestion de l'État et la fonction publique. Ces choix. Est-ce que vous approuvez ces choix, vous êtes citoyen aussi, sur la sécurité sociale, sur la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, sur 39 heures de travail pour les fonctionnaires, sur les 48 heures, seule limite légale de durée du travail? Jean-Jacques Bourdin, j'appartiens à une famille politique qui est proche de celle de François Fillon. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question. À une tradition gaulliste. Donc je me permets, tant qu'il est encore temps, de tirer les sonnettes d'alarme. Vous lui dites, attention. J'ai participé à plusieurs campagnes électorales. Oui. La plupart victorieuses. Et je sais comment se construit une campagne électorale. Et il ne faut pas être absent quand les Français regardent le match. Et il ne faut pas faire peur dès lors que ces peurs sont susceptibles de sédimenter. François Fillon est absent. C'est une période importante. Il fait peur. Je dis bien, il ne faut pas être absent du débat. Des débats. Et se dire, on verra plus tard quand les Français auront passé la trêve des confiseurs, en imaginant qu'un petit geste en direction des crétins d'Orient au moment de Noël pourra être suffisant. Non. Je crois qu'il ne faut pas perdre de contact avec un électorat qui est en train aujourd'hui de se préparer à cette élection présidentielle. Il est en train de perdre le contact. Et je dis c'est un risque. C'est un risque avec des soutiens qui donnent le sentiment de mal maîtriser ce programme, de mal le comprendre et qui, au final, de mal le défendre. Mal le défendre. J'ai un tweet d'Étienne qui nous l'a envoyé il y a un instant. Qui, Dominique de Villepin, soutient-il au juste ? Mais aujourd'hui, je soutiens le débat politique et surtout un sursaut français. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que vous ne m'entendrez pas faire un choix. C'est pour ça que vous pourriez choisir Macron, par exemple. Je suis aujourd'hui soucieux que la France redresse la tête. Et je suis surtout soucieux que les Français refassent leur unité. Il n'y a pas de succès face à l'insécurité et au terrorisme, face à la situation économique que nous connaissons sans unité. Et donc, il appartient à nos responsables politiques de montrer leur capacité à fédérer. Et ce que je souhaite, c'est que François Fillon donne les preuves de sa capacité à fédérer et à parler à tous les Français. Pour l'instant, à vos yeux, il ne les a pas donnés. Mais je l'ai dit bien, n'abandonnons pas les électeurs déçus par la gauche qui aujourd'hui regardent ces primaires de gauche avec effarement, un parti socialiste qui est en voie de se fracturer, qui sans doute ne sera pas dans la compétition finale, et ne laissons pas à d'autres le soin de parler à tous les Français. Aujourd'hui, Emmanuel Macron montre sa capacité ou sa volonté de faire cela, ce qui ne veut pas dire qu'il sera capable de franchir les prochaines étapes. Au départ, Emmanuel Macron était dans une petite ruelle. Cette petite ruelle est devenue une rue. Elle est en passe, avec les primaires de la gauche, de devenir une avenue. Ne lui offrons pas un boulevard in fine. Faisons en sorte que le débat ait lieu. Pour que la présidentielle se passe bien au service des Français, il faut qu'il y ait un débat. Et donc, méfions-nous des dynamiques qui prennent tôt, qui sont susceptibles de prendre tôt et de se renforcer après.
Merci Dominique de Merci à Villepin. Il est 8h55.